Ça fait bientôt 4 mois que l'invasion russe en Ukraine a commencé et une chose est sûre, l'arsenal militaire russe s'est considérablement affaibli dans cette guerre avec des centaines de chars russes détruits par les soldats ukrainiens. Mais pour autant, est-ce qu'on peut vraiment dire que l'armée russe est devenue vulnérable ? Intéressons-nous aux chars, le supposé point fort de la Russie, en tout cas dans l'imaginaire collectif avant cette guerre. Le chiffre exact des pertes de chars russes est très complexe à déterminer parce qu'il y a des destructions pures et simples, des véhicules parfois abandonnés et d'autres capturés par les soldats ukrainiens. Le média Kiev Independent relaie un décompte actualisé chaque jour du nombre de chars perdus par les Russes que les autorités ukrainiennes estiment avoir détruits. Mais il faut rester prudent car on reste en temps de guerre et c'est un chiffre qui est communiqué par les autorités ukrainiennes. Le site Oryx, souvent cité comme une référence, établit un répertoire très précis des pertes russes avec des photos et des éléments de preuve pour chaque tank mis hors de service ou capturé. Le chiffre est beaucoup plus bas mais ne prend pas en compte les pertes s'il n'y a pas de photos pour l'attester. Et puis, autre info, à la fin du mois de mai, les États-Unis donnaient une estimation d'environ 1 millier de tanks russes perdus en Ukraine. C'est en tout cas une indiscrétion donnée par un responsable de la défense américaine à la presse. Voilà donc la fourchette d'estimation du nombre de chars perdus par les Russes en Ukraine. À mettre en parallèle avec le nombre total de chars que possède l'armée russe, on évoquait début juin une destruction d'environ 25% du parc total, ce qui est colossal pour une guerre qui vient seulement de dépasser le cap des 100 jours et qui était présentée comme complètement asymétrique en faveur des Russes. Il faut vraiment se rendre compte du temps, du savoir-faire, de l'argent aussi qui sera nécessaire aux Russes pour refabriquer tous ces tanks. Alors bien sûr, l'idéal ce serait de se rendre dans ces fameuses usines de fabrication de chars, mais en général, nos caméras ne sont pas vraiment les bienvenues parce que ce sont des industries qui sont jugées trop sensibles, trop stratégiques. Mais heureusement pour nous, en ce moment, à Villepinte, au nord de Paris, il y a un endroit où on peut voir des hélicoptères de combat, des tanks, des fusils d'assaut. Alors on va y faire un tour. On est ici au salon Eurosatory, l'un des plus grands salons d'armement au monde. Ici, vous pouvez grosso modo commander suffisamment d'armes pour annexer le pays de votre choix ou de vous défendre contre des invasions. C'est vrai que ça peut arriver aussi, même si vos voisins vous promettent qu'ils ont le cœur sur la main. Military power is not to threaten anybody. We have no plans, neither we have ever had plans to be an aggressor and attack anybody. Eurosatory, c'est un endroit un peu curieux, comme une vitrine industrielle où l'on croise des délégations officielles et des soldats en treillis militaires, un peu aussi un parc d'attractions où les gens posent en selfie avec des fusils d'assaut, où des chiens robots se promènent dans les allées, où l'on peut toucher du doigt des missiles plus grands que vous, où l'on trouve aussi les meilleurs blindages au monde pour des pare-brises dont les éclats sont légèrement plus gros qu'une pièce de 2 €. Il y a des chances que vous payiez la franchise là. Et enfin, au milieu de tout ça, allez comprendre, un live musical à côté d'un outil industriel en pleine démonstration. Mais celui que nous voulons vraiment voir, c'est lui, le char Leclerc, une référence mondiale. L'un des responsables de Nexter, l'entreprise qu'il fabrique, le prend en exemple pour nous raconter les étapes de fabrication d'un char. Les objets les plus significatifs sont le canon, le gros moteur propulseur et en particulier son moteur et les chenilles. Ce sont vraiment des spécificités qu'il faut arriver à maîtriser pour pouvoir fabriquer un char. Et là, il faut avoir des technologies, il faut s'appuyer sur une base industrielle très solide pour arriver à maîtriser ça. Et aujourd'hui, comme dans nos voitures, l'électronique est partout dans les chars. À peu près 60 boîtiers électriques ou électroniques, 16 calculateurs numériques, on va dire, performants. Avec certes quelques options que l'on ne trouve pas chez le concessionnaire, comme la stabilisation électronique d'un canon lors d'un tir en mouvement. Bref, vous l'aurez compris, tout cela nécessite des savoir-faire de pointe et des semi-conducteurs très difficiles à obtenir. Mais notre surprise vient surtout ensuite quand on demande le temps de fabrication d'un char comme celui-là. Le cycle est supérieur à 24 mois. On parle donc de cycle de production et l'idée était pour nous d'évaluer la crise de matériel que subissent les Russes. Ils ne peuvent pas les remplacer par des choses qui n'ont pas été lancées il y a 2 ans. Donc si ça n'a pas été prévu, eh bien ils sont forcément en phase d'attrition. On file devant une exhibition spectacle de véhicules militaires. Oui, c'est comme un défilé de mode un peu spécial, avec des manœuvres sur terrain pentu, des simulations d'attaque avec un mini-char téléguidé qui exerce à fond sa légitime défense et avec surtout un public aux anges.
mais en question dans notre tête, comment la Russie va-t-elle faire pour reconstruire tout cet arsenal? Le monde subit une crise de matières premières et de semi-conducteurs, mais surtout beaucoup de fournisseurs potentiels refusent maintenant de faire affaire avec la Russie qui est sous le coup de sanctions économiques. On croise Vincent Touret, un chercheur spécialiste des questions militaires à la Fondation pour la recherche stratégique. Pour lui, les conséquences sont déjà très lourdes pour la Russie. Elle a perdu ses meilleures troupes, elle a perdu ses meilleurs matériels, notamment dans tout ce qui est salve de missiles. Les meilleurs sont partis et il n'y a plus du tout la masse de missiles qu'elle avait constituée auparavant. Tout ça, ça a été consommé. Sur la perte massive des chars, il nous décrit un tableau tout aussi compliqué où la Russie devra davantage faire appel à son industrie nationale et essayer de trouver de nouveaux partenaires pour les composants complexes. Et puis l'autre impact, c'est que les chars dans l'intervalle qu'ils vont produire vont être de bien moins meilleure qualité. Alors on peut prédire une dépendance de la Russie vis-à-vis de la Chine qui va être beaucoup plus importante, ce qui n'est pas optimal parce que les produits chinois sont eux-mêmes moins performants que ceux que l'on peut retrouver en Occident ou ailleurs, à Taïwan par exemple ou au Japon. Et puis par contre, sinon la Russie peut se tourner vers des intermédiaires, on va dire moins classiques, le marché noir, et pour essayer de contourner les sanctions. On a pris l'exemple des tanks depuis le début de cette vidéo parce qu'il est vraiment emblématique et parce que la Russie a perdu énormément de tanks en Ukraine. Mais en réalité, la problématique va se poser aussi pour tous les hélicoptères de combat que la Russie a perdus, pour tous les missiles qu'elle a envoyés et qui vont nécessiter, pour renouveler tout ce stock, des matières premières compliquées à obtenir, des savoir-faire, des temps de fabrication qui sont très longs. Et tout ça pose maintenant une question qui nous intéresse beaucoup. Est-ce que la Russie est devenue militairement vulnérable ? Mais d'abord, ça veut dire quoi être vulnérable? Si on regarde une carte, la Russie aujourd'hui n'est pas menacée par des voisins prédateurs à l'affût, cherchant à lui porter le coup de grâce. Une bonne raison à cela, c'est son stock de têtes nucléaires qui est largement dissuasif. Mais pour mieux comprendre, on a discuté quelques minutes avec Dimitri Minik, un spécialiste de la Russie à l'IFRI. Mais là, l'armée conventionnelle russe sera très affaiblie. Là, elle sera très affaiblie. Après, ça ne veut pas dire que d'autres puissances vont vouloir profiter de ça pour anéantir la Russie ou détruire la Russie ou attaquer la Russie. Je pense que là, on n'est pas du tout sur ce genre de scénario-là. Ce que Dimitri relève surtout, c'est la solidarité inédite du camp occidental, suscitée par l'agression des Russes. À l'heure où cette vidéo est publiée, plus de 74 milliards d'euros d'aide financière lui ont été versés par plus de 37 pays. Et cette solidarité s'explique aussi par l'impréparation de Vladimir Poutine. La faiblesse dont l'armée russe a fait preuve, et surtout les erreurs de calcul incroyables dont elle a fait preuve en Ukraine, ont probablement, si vous voulez, démultiplié les réactions occidentales. Il y a eu l'impression que cette guerre était gagnable à distance, en fait. Effectivement, l'objectif, c'est d'abord d'aider l'Ukraine, de ralentir l'armée russe, probablement officieusement d'affaiblir l'armée russe, et parce que l'armée russe présente un défi, un enjeu majeur maintenant pour la sécurité de l'Europe en général. Alors par ses pertes matérielles et humaines, non seulement la Russie s'est rendue de facto vulnérable, mais elle a redonné dans le même temps un souffle inédit à l'OTAN qui enregistre 2 candidatures supplémentaires, la Suède et la Finlande. Alors bien sûr, Poutine n'admettra pas ces pertes matérielles, ne laissera jamais dire que son pays est devenu vulnérable, mais on a appris depuis le temps qu'avec le président russe, il faut parfois lire entre les lignes. We are not going to take anything away from anybody. We have everything we need. Russia's growing military power is just a guarantee of peace on our planet.